Donc je reçois aujourd'hui Monsieur Christian Gérondeau, qui vient de publier un nouveau livre qui s'appelle « La religion écologiste ». Et j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant, pour toute une série de raisons. La première, c'est que vous avez beaucoup d'expérience dans les domaines énergétiques. Vous avez été, si mes souvenirs remontent exact, mais je remonte à ma jeunesse là, monsieur sécurité routière. Vous avez été au service de l'État une grande partie de votre vie quand même. Une bonne moitié. Une bonne moitié. Et donc, vous vous intéressez depuis toujours à ce qu'on appelait autrefois en France le bien commun. Tout à fait. Et donc, c'est une notion importante. Et ce que vous dites dans ce livre que j'ai lu, et je reçois M. Gérondeau avec M. Éric Le Serle, que nos auditeurs connaissent, qui est dans la revue Transition Énergie. Transition Énergie, dans lequel on essaye de présenter d'une autre façon les solutions aux problèmes énergétiques qui pourraient se passer dans le futur. Alors, je vais rapidement dévoiler mes cartes. Je suis un économiste, j'ai créé une société de conseil qui a à peu près 1000 clients dans 65 pays, que je conseille on a maintenant 70 personnes, un bureau à Pékin, un bureau à Hong Kong, un bureau à New York, un bureau à Londres, un bureau à Paris, etc. Je fais des travaux sur l'intelligence artificielle en ce moment appliquée au marché financier. Mais pour moi, l'économie, c'est de l'énergie transformée. Je suis d'accord. Et rien d'autre. Je veux dire, c'est de l'énergie transformée. Rien d'autre. Il y a peut-être quelques matières premières, mais s'il n'y avait pas d'énergie, il n'y aurait pas l'économie que nous connaissons. C'est de l'énergie transformée. Le PIB peut se résumer à de la consommation d'énergie à quelques nuances près. À quelques nuances près. Donc c'est une notion. Donc cette discussion sur l'énergie qui est la nôtre dans nos pays depuis 5-10 ans, facilement, ça a commencé il y a 10, 15, 20 ans, même avant. Ça, je me souviens des années Giscard où Pompidou, on faisait le programme nucléaire. Donc est absolument essentiel, dans le fond, aussi bien à nos démocraties qu'à notre niveau de vie. Bon. Tout ça, je ne vous surprends pas en vous disant tout ça. Mais vous faites donc, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des bouquins, des livres, on en a reçu ici, qui expliquent que dans le fond, les solutions choisies, comme les éoliennes, ça marche pas. Bon, c'est intéressant comme concept. Mais vous allez plus loin dans ce livre, vous dites deux choses qui sont tout à fait étonnantes. La première, c'est que dans le fond, on n'y peut pas grand-chose. On n'y peut rien. C'est encore pire. On n'y peut rien. Je vous demanderai d'expliquer ça, parce que ça, c'est très important. On n'y peut rien. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un théâtre d'ombre qui s'agite. Tout à fait. Pour pas grand-chose. Enfin, pour aucun résultat. Pour beaucoup de dépenses inutiles. Pour beaucoup de dépenses inutiles. Et la deuxième, c'est que vous n'êtes pas certain du diagnostic sur le CO2 et vous n'êtes pas... Dans le fond, vous dites, le monde de la religion écologiste a été attrapé par des malthusiens pessimistes qui nous annoncent qu'on va vers des désastres épouvantables et que le but d'une vie, c'est d'être le dernier à mourir, quoi. Et que vous ne trouvez pas ça très enthousiasmant? Non, pas du tout. En fait, le pouvoir des idées a été pris par une minorité d'individus qui, fondamentalement, ont une vision négative de l'homme. Et quel est aujourd'hui le raisonnement qui s'est imposé partout? C'est premièrement, en matière d'écologie, en matière d'environnement, nous allons à la catastrophe. Voilà. Et ça, personne ne peut en discuter. Eh bien, moi, j'en discute parce que la suite de ce prémisse, c'est donc, nous devons pouvoir réduire, par exemple, nos émissions de gaz à effet de serre, puisque ce sont ces émissions qui provoquent la catastrophe. C'est pas nous pouvons, c'est nous devons, il y a un impératif. Nous devons. Eh bien, ça s'appelle un sophisme. Le problème est pris à l'envers. Parce que, et c'est peut-être l'originalité de ce livre, est-ce que nous pouvons influer sur les émissions de CO2? Tout le monde répond oui. Et la réponse est non. Pour au moins 3 raisons. Première raison, ces émissions elles ne dépendent plus de nous, des pays développés. Elles dépendent pour les 2/3 aujourd'hui des pays en développement. Et quand vous entendez le président de l'Inde, le président de la Chine, ils vous disent, nous allons augmenter nos émissions. C'est les chiffres officiels.
Et nous Pour la Chine jusqu'en 2030. Oui, pour l'Inde, il n'y a pas. Voilà. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, pendant les 10 prochaines années au moins, et ensuite la Chine dit on les plafonnera. Voilà. Mais globalement, si vous ajoutez l'Afrique, si vous ajoutez l'Amérique du Sud, les émissions des pays en voie de développement vont fortement augmenter. Ce sont les chiffres officiels communiqués par les gouvernements. On est d'accord, les choses ne dépendent pas des pays développés et des pays occidentaux, et notamment pas de l'Europe. On est d'accord. Première cause, donc, les émissions vont augmenter à cause des pays en voie de développement. Deuxième cause, les pays développés vous disent qu'ils vont supprimer leurs émissions de CO2 d'ici 2050. Et alors, ils fixent des objectifs extraordinaires. On va les réduire de moitié. C'est ce qu'a dit Joe Biden, mais c'est ce que dit Angela Merkel qui va plus loin. Angela Merkel a dit, on va les réduire de 65% d'ici 2030, en 10 ans. C'est totalement impossible. Si on fait le maximum de ce qu'on peut faire, on peut les réduire de 1% par an. C'est-à-dire d'ici 2030, de 10%. Mais pas du tout de 50%, ni de 60%. Ça ne tient pas une seconde. Donc, les émissions des pays en voie de développement vont fortement augmenter. Les émissions des pays développés vont un petit peu diminuer ce qu'elles ont fait. Ce qu'elles ont déjà fait depuis quelques années. Oui, mais un petit peu. Un petit peu. Donc, la suppression des émissions de CO2 envisagée pour 2050 est un mythe total. C'est impossible. Ça, c'est la deuxième raison. Et il y a une troisième raison. Si je peux me permettre, c'est impossible. Est-ce qu'on peut un peu plus rentrer dans le détail ? Oui, bien sûr. Sur pourquoi vous considérez que c'est impossible ? C'est-à-dire que les technologies de substitution, entre guillemets, qui sont avancées, ne permettent pas de le faire ? Absolument. Et là, puisque vous m'interrogez sur cet aspect, il y a une autre erreur. On se dit, par exemple, les éoliennes vont pouvoir fournir... Alors en Allemagne, ils sont à 35% de l'électricité, et peut-être arriverons-nous à 50%. Donc on aura réglé 50% du problème. C'est complètement faux. Parce que l'électricité, c'est de l'ordre de 20% de la consommation d'énergie. Et les 80% restants, on va faire quoi ? Alors, on vous dit, on va faire par exemple de l'hydrogène. Ça, c'est à la mode, avec des éoliennes. Alors là, on regarde les chiffres et c'est absolument atterrant. On peut, effectivement, avec l'électricité produite par des éoliennes, fabriquer de l'hydrogène. Cet hydrogène, il faut ensuite le comprimer ou le mettre à très basse température. Puis ensuite, on rebrûle l'hydrogène pour refaire, par exemple, de l'électricité ou pour faire avancer des voitures. Le rendement total, c'est de l'ordre de 30%. Autrement dit, on trouve à la fin du processus 30% de l'énergie produite par les éoliennes. Alors on fait le calcul du nombre d'éoliennes qu'il faudrait. Puis on s'arrête tout de suite. Il faudrait qu'il y en ait dans tous les champs. Donc c'est du rêve, c'est absolument impossible. Donc ça c'est la deuxième raison. Techniquement, on ne peut pas se passer, on peut réduire les consommations. On peut avoir des voitures diesel qui consomment moins. Mais on ne peut pas se passer des hydrocarbures, les pays développés comme les autres. Et puis il y a une troisième raison qui elle est un peu plus délicate à exprimer. C'est qu'on parle des émissions là. On vient de parler des émissions annuelles. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la masse du CO2 qui est dans l'atmosphère. Et cette masse, elle est 200 fois plus importante que les émissions annuelles. Donc, si vous supprimez 20% des émissions annuelles, vous supprimez 20% d'un 200e. Ça fait quel changement sur la masse du CO2 global ? Ça n'en fait aucun. Parce qu'on a confondu le flux annuel avec le stock. Et ça, c'est une troisième raison totalement impérative. Donc, quand vous additionnez le fait que les pays développés, les pays en voie de développement vont augmenter leurs émissions, ils le disent, c'est les chiffres officiels. Que les pays développés peuvent pas les réduire beaucoup, même s'ils peuvent les réduire un peu, mais ils sont devenus très minoritaires, et ils le seront de plus en plus. Et que troisièmement, c'est pas ça qui compte, mais c'est le stock qui est 200 fois plus important que les émissions annuelles. Quelle est la conclusion ? C'est que tout ce qu'on peut faire ne sert à rien. Alors ça, c'est la manière dont j'aborde dans mon livre le sujet. Partons de la réalité. Et on s'aperçoit que nous vivons avec un sophisme. Alors le sophisme, c'est premièrement, nous allons à la catastrophe, et deuxièmement, nous pouvons ou nous devons réduire nos émissions pour éviter cette catastrophe. On a pris le problème à l'envers. Si vous regardez les chiffres, vous apercevez qu'on n'y peut rien.
parce que la masse de CO2 est tellement énorme, enfin je ne vais pas répéter les arguments, nous ne pouvons rien sur le phénomène du CO2. Et à ce moment-là, on s'interroge. On dit, mais est-ce que c'est sûr qu'on va à la catastrophe? Ça, c'est l'ordre dans lequel il faut prendre des problèmes. Mais si on le prend dans la manière habituelle, nous sommes dans le sophisme. C'est le sophisme du siècle, parce que ça fait 50 ans que ça dure. Ça fait 50 ans qu'un Canadien a pris le pouvoir aux Nations Unies, a créé un ministère de l'écologie aux Nations Unies, un Canadien, et qui s'appelle Maurice Strong, qui est mort il n'y a pas très longtemps. C'est lui ensuite qui a organisé le grand sommet de Rio, où il y a eu 108 chefs d'État qui sont venus, et parlant au nom des Nations Unies, il a dit « Nous allons à la catastrophe, il faut réduire les émissions de CO2 ». Et depuis, ça fait quand même 30 ans que ce sommet s'est passé, tous les ans, il y a une réunion. Alors, quelquefois c'est à Kyoto, quelquefois c'est à Copenhague, quelquefois c'est à Paris. Cette année, elle va avoir lieu à Édimbourg. Et tout ça, pourquoi? Pour dire il faut réduire nos émissions. Alors, premièrement, on ne peut pas les réduire, et deuxièmement, même si on les réduit, ça ne sert à rien. Mais on est dans cette logique, ça s'appelle un sophisme. Alors, on a pris le problème à l'envers. Alors maintenant, quand on reprend dans le bon sens, nous ne pouvons rien à l'égard du CO2. Réduire les émissions des voitures, alors là je ne vous donne pas les chiffres, parce que vous voyez, les émissions mondiales, c'est 1/200e du stock de CO2. Les émissions des voitures européennes, c'est 2% des émissions mondiales de CO2, donc on parle de 2% d'1/200e, alors là on ne fait plus de calcul, alors, ça ne sert rigoureusement à rien. Mais à ce moment-là, bon, nous ne pouvons rien. Si on prend conscience de ça, est-ce qu'on va vraiment à la catastrophe? Et là, on ouvre les yeux. Et on s'aperçoit par exemple que c'est vrai, depuis un siècle et demi, la température moyenne terrestre, encore que ça ne veut pas dire grand-chose, a augmenté d'1 degré. C'est des chiffres officiels, mais ça rentre dans le cadre des fluctuations qui ont toujours eu lieu. On a connu du temps de Louis XIV, des périodes épouvantables. Il y a eu 2 millions de morts de famine parce que c'était ce qu'on appelait le petit âge glaciaire. Inversement, on avait connu du temps des cathédrales, et c'est pas par hasard qu'il y a eu les cathédrales, un réchauffement qui augmentait, qui est un optimum, l'optimum médiéval. Et puis on peut remonter ensuite, si on remonte dans le temps, il y a eu les invasions barbares, une période de froid, et puis il y a eu l'Empire romain qui a duré plusieurs siècles à une période de chaud, mais tout ça dans des fluctuations d'1 degré. Et par contre, nous sommes dans beaucoup de chance, nous vivons dans une époque qu'on appelle interglaciaire. La différence entre les époques glaciaires et interglaciaires, c'est 15 degrés. Donc on parle de quelque chose qui est l'épaisseur du trait. Et bon, c'est vrai, ça a augmenté d'1 degré depuis un siècle et demi. Personne ne peut dire raisonnablement, sauf les modèles officiels, qui vous disent que ça va augmenter de 6 degrés. Il y en a qu'un qui le dit. Il y en a qu'un qui l'a dit. Les autres, ils sont plutôt... Cet organisme s'appelle le GIEC, qui est un organisme d'idéologues, d'ayatollahs, a consulté 235 équipes mondiales. Tout à fait entre nous, il n'y en a jamais eu 235. Mais enfin, ils ont eu 235 réponses. Et pour leur toutes disant, il y en a qui disaient que ça allait baisser. Bon, celle-là, ça a supprimé, bien sûr, la température. C'est pas possible qu'elle baisse. Non, puis le GIEC fait... Enfin, on rentre pas dans le détail des documents, on regarde souvent la conclusion du GIEC, mais dans le détail, il y a même une fourchette. 6 degrés, c'est l'hypothèse maximum, et il y a une hypothèse à moins de 2 degrés aussi. Oui. Donc il y a quand même... Même le GIEC, on va dire, donne une fourchette, même si les médias et les militants reprennent celle la plus élevée. Non, dans sa communication, le GIEC ne parle que de la valeur la plus élevée. Il occulte toutes les autres. Alors pour voir les autres, il faut aller dans les rapports du GIEC, que personne n'a jamais vus. Bon, moi je les ai regardés pour cause, quand j'ai écrit ce livre. C'est un éventail total dont la partie basse, qui aurait dit il n'y a pas de réchauffement, a été supprimée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont ni foi... Enfin, non, je me trompe. Quand je dis ni foi ni loi, ils ont une foi. Mais ils ont une foi. Ils ont une foi qui est la foi écologiste. Et la base de cette foi, c'est l'homme est mauvais. Que fait l'homme? Il émet du CO2, donc le CO2 est mauvais. Mais ça va absolument pas plus loin. C'est pour ça que c'est une religion. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une repentance. On est absolument dans une repentance, dans une culpabilisation de l'homme
Ce qui m'étonne beaucoup, à titre personnel, c'est que une religion, on peut croire à la Sainte Trinité, on peut croire à l'Assomption de la Vierge, on peut croire à tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de preuve. On peut croire que nous sommes des pécheurs, en l'occurrence, c'est le cas. Non, mais là, on est dans un domaine où il y a des faits et des chiffres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré les faits et les chiffres qui contredisent totalement la doctrine officielle, cette religion prospère. Et c'est une différence avec toutes les autres religions. On peut être pour Mahomet, pour la Torah, on peut être pour les protestants, les catholiques. C'est une question de foi. Là, ça ne devrait pas être une question de foi, ça devrait être une question de fait. On a les chiffres, et notamment les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut rigoureusement rien à l'égard de la masse du CO2 atmosphérique. Eh bien ça, vous le trouvez nulle part. Pour d'ailleurs une raison qui est tout à fait curieuse, et dont les conséquences sont absolument gigantesques, c'est que vous comptez les émissions de CO2 en tonnes, et la présence du CO2 dans l'atmosphère en ppm, partie par million. Et personne ne fait le rapprochement entre les deux. Alors le ppm, on sait très bien combien ça fait de tonnes, mais vous ne verrez jamais. Et je le disais ce matin dans les journaux, ça y est, catastrophe. La concentration de CO2 sur la Terre a continué à augmenter. C'est vrai qu'elle augmente, puisqu'on rejette du CO2. Et on va atteindre 418 ppm. Personne ne fait le rapprochement avec le nombre de tonnes. Et si on fait le rapprochement avec les émissions, on s'aperçoit que ces émissions, c'est 1/200e, 0,5% de la masse du CO2, et que donc, même si on arrivait à agir sur ces émissions, non seulement on ne va pas arriver à agir, elles vont augmenter, mais même si on arrivait à les diminuer ou les supprimer, ça ne changerait rien. Eh bien, ça, c'est une évidence que j'ai pas trouvée ailleurs. Alors, c'est extrêmement intéressant. Alors, je voudrais faire, à ce point de vue, une petite remarque pour commencer. Karl Popper dit que si on ne peut pas prouver que quelque chose est faux, si on ne peut pas, c'est de la religion et pas de la science. Et ce qu'il y a de marrant, ce que vous venez de dire, c'est qu'on peut le prouver et que les gens croient malgré les preuves. Et ça, c'est quand même psychologiquement très curieux. Non, je suis désolé, parce que les preuves que je viens d'énoncer, vous ne les trouverez pas ailleurs. Vous ne les trouverez pas dans les rapports officiels. Dans les rapports officiels, on ne fera jamais le rapprochement entre la masse du CO2 atmosphérique et les émissions annuelles. Parce qu'évidemment, si on le faisait, alors là, vous auriez raison, c'est évident, et on pourrait être étonné. Mais non, on ne le fait pas. Deuxième question. Bon, il y a donc des gens qui ont lancé cette thèse que on était tous pécheurs et qu'on allait tous mourir dans des souffrances atroces. C'est exactement ça. Ce qui est la base de toute religion. Mais si vous choisissez avec soin les prêtres, peut-être ils pourront intercéder pour rendre la punition un peu moins sévère. Bon, c'est un petit peu ce que... Surtout si vous flagellez. Non, mais si vous flagellez... Et vous permettez aux prêtres de vivre noblement. Hein. Les prêtres, c'est toutes les grandes organisations internationales. C'est quand même la moindre des choses. Les églises vivent dans le confort, en principe. Enfin, bref, souvent, je ne suis pas méchant. Le haut clergé. Le haut clergé vit dans le confort. Eh bien, quel est leur intérêt? Pourquoi en dehors d'une satisfaction je veux bien que les vrais croyants le croient et que ce Canadien était persuadé que c'était très mal. Bon, mais quel est l'intérêt du gouvernement français la France est un pays qui rejette le moins, de foutre son économie en l'air pour des trucs qui n'existent pas? Quelle est la justification psychologique qu'ils trouvent? Ils ont adhéré à la foi ou ils ont peur de la foule? Chaque être humain a besoin de se regarder dans la glace, de se dire qu'il est sur Terre pour quelque chose. Et quelle plus noble cause pouvez-vous imaginer que de sauver la planète et l'humanité? Il le croit. Ah, il le croit. Ah oui, il le croit. Mais absolument. Vous pensez qu'un homme comme M. Macron croit? J'en suis totalement convaincu. Ah oui, il croit qu'il y a un vrai problème. Mais ils le croient tous. Joe Biden le croit. Angela Merkel le croit. Ils le croient tous. Parce qu'ils n'ont pas les éléments chiffrés que je viens de vous dire. Mais je pense que si ces éléments chiffrés arrivent à percer le mur extrêmement étanche des dirigeants, des médias et des administrations, la baudruche va se dégonfler. Elle se dégonflera peut-être d'ailleurs toute seule.
parce que j'évoquais tout à l'heure l'Allemagne. Et j'ai dit l'ambition de l'Allemagne, 65% de réduction de ses émissions de CO2 dans 10 ans. Totalement impossible. Mais ils appliquent une politique complètement suicidaire. Ils vont fermer la dernière de leurs centrales nucléaires. En matière d'énergie, ça commence à faire des polémiques grandissantes en Allemagne. Le refus des éoliennes, la Cour des comptes allemande qui dénonce ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, ça commence à monter. Et ça commence à monter. Et ça va éclater. Pourquoi ? Très vite, peut-être dans 1 an, dans 2 ou 3 ans. Ils suppriment leurs centrales nucléaires. Le quart de leur production d'électricité, ça y est, c'est fait. Bon, alors ils mettent des éoliennes à la place, mais les éoliennes, quand il n'y a pas de vent, ça ne produit pas grand-chose. Et ils ont décidé de fermer leurs centrales thermiques. Non, leurs centrales à charbon, et de les remplacer par des centrales au gaz. Alors, si vous voulez, les centrales au gaz, qui émettent 2 fois moins que les centrales à charbon, mais c'est pas si... Non, ils ont l'objectif zéro carbone, je suis absolument désolé. Si vous les prenez au pied de la lettre, ils suppriment leurs centrales thermiques, charbon et gaz. Alors, ils vont commencer par les centrales à charbon. L'objectif zéro carbone, vous ne pouvez pas l'atteindre, qui est officiel en Allemagne, vous ne pouvez pas l'atteindre si vous avez encore des centrales à gaz. Bon, peu importe, toujours est-il que même s'ils gardent des centrales à gaz, ils vont être obligés d'en construire. Ils viennent d'inaugurer récemment une centrale à charbon, il n'y a pas longtemps. Donc ils sont dans une contradiction totale et ils risquent, et c'est pas un risque, c'est le cas d'une certitude, la grande panne électrique. Et le jour où il y aura la grande panne électrique... Toute l'Europe la risque. Hein. Et toute l'Europe France Stratégie, qui est donc l'organisme de recherche du Premier ministre, a sorti une étude il y a quelques mois, il y a 2 mois, 3 mois, en expliquant que d'ici 2030, des pénuries d'électricité, on en aura partout en Europe. Mais bien parce que tout le monde fait la même chose. Alors comme... il n'y a plus le nucléaire français sur lequel ils pouvaient tirer, à l'époque, qui était un petit peu en excédent. Le problème, c'est que le nucléaire français est il est ouvert dans la France de plus en plus. Voilà, on a déjà fermé des réacteurs, et toute l'Europe ne peut pas importer au même moment l'énergie électrique en France. Si on compte sur les voisins, ça marche pas. Non, mais nous assistons à la perte de la raison. Parce que c'est une religion. Non, mais c'est une religion qui a remplacé la raison. Et en face d'une religion, vous n'avez pas de raison. Il y a les bons et les méchants. Je peux vous dire que quand je débat avec des tenants de la doxa officielle, s'ils avaient des fusils à la place des yeux, je serais pas là aujourd'hui. Il y a vraiment les bons et les méchants. Donc on est rentré dans un domaine où c'est la religion qui s'applique pour une minorité. Hein, mais très agissante. Comment ? Très agissante. Une minorité qui a le pouvoir. Et qui a pris le pouvoir depuis que Maurice Strong a pris le pouvoir aux Nations Unies il y a 50 ans. Une minorité qui a façonné une bonne partie de l'opinion aujourd'hui. Et l'éducation. Qui est convaincue. Et c'est pour ça que je vous trouve un peu optimiste quand vous expliquez qu'il suffit de donner les faits pour que la raison revienne. Vous parlez vous-même d'un phénomène qui est un phénomène de croyance, de dogme, de foi, donc inaccessible à la raison, en grande partie. Donc ça sert à rien de ramener les choses sur le plan de la raison. Non, il faut le faire quand même. Oui, c'est notre vocation. Oui, je dirais, on peut essayer, ce qui n'a jamais été fait. On a pris le problème à l'envers. Les débats pour savoir si le CO2 a une influence ou pas d'influence sur l'effet de serre, vous en avez des livres entiers, etc. Parce qu'on a pris le problème à l'envers. C'est pas ça le problème. C'est est-ce qu'on y peut quelque chose ? Et une fois qu'on a bien adhéré à l'idée évidente que ce qu'on fait ne sert à rien et qu'on n'y peut rien, à ce moment-là, on peut raisonner. Mais actuellement, mais même les industries pétrolières, l'industrie automobile, l'industrie chimique, l'industrie des transports, que fait Airbus ? On va faire des avions zéro émission. Donc on dépense des dizaines et des centaines d'ingénieurs pour faire des avions zéro émission. La même chose pour les constructeurs automobiles, la même chose pour les pétroliers, bon, sauf que quand même, ils continueront heureusement à pomper du pétrole. Mais tout ça pour dire que à partir du moment où on prend le problème à l'envers, nous allons à la catastrophe, donc il faut faire quelque chose, on n'a aucun espoir d'en sortir. C'est un sophisme. La bonne manière de prendre le problème, comme tous les sophismes, c'est de partir du deuxième terme et de le mettre en premier. Est-ce qu'on y peut quelque chose ? Et là, tous les éléments sont évidents. On n'y peut rien. Alors, est-ce que le premier terme du prémisse est véritable ou pas ? Et à ce moment-là, on peut raisonner sainement. Alors essayons de raisonner sainement. Vous avez dit dans le courant de cette conversation que, dans le fond, on ne pouvait pas se passer des hydrocarbures. Tout à fait, oui. Or, les dépenses de recherche des hydrocarbures faites par Exxon, Total, etc., sont en baisse de 60% depuis 10 ans, parce qu'on n'arrête pas de leur taper dessus, ils commencent à en avoir marre, et ils se calment beaucoup sur les dépenses de recherche.
Donc, si je fais une analyse que dans le fond la demande d'électricité double tous les 4 ou 5 ans à cause de tous les développements technologiques comme celui-ci, ce qui semble être à peu près le cas dans le monde, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que la demande d'électricité augmente beaucoup plus fort, ou plus vite aujourd'hui que la demande d'énergie, mais enfin, c'est... qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver à des pénuries? Par exemple, la Californie qui ne fonctionne qu'avec l'industrie informatique. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que il y a deux choses qui vont se passer. On risque d'avoir une pénurie d'électricité et on risque d'avoir aussi une pénurie d'énergie, qui ne sont pas tout à fait la même chose. Et donc, on va avoir des pénuries d'électricité, ce qui, on l'a déjà dit pour l'Europe, est quasiment inévitable compte tenu des politiques suivies. Mais des pénuries d'énergie, moi j'ai regardé les cours de l'énergie depuis 250 ans à peu près, ça fait rien pendant 20 ans, puis ça quadruple en 3 mois, puis ça fait rien pendant 20 ans et ça quadruple en 3 mois. Est-ce qu'on est potentiellement devant un quadruplement du prix de l'énergie? Alors, voilà les deux questions que je voulais vous poser. Ce qui correspond à un appauvrissement général de la population. C'est un appauvrissement général. Et si l'économie, c'est de l'énergie transformée, on est mal parti. Bon, l'économie, c'est de l'énergie transformée, je confirme. Bon, il se trouve que je suis très ancien dans ce dossier, donc j'ai le souvenir du Club de Rome, le rapport de Meadows. Bon, qui, en 1972, je crois quelque chose comme ça, disait qu'en l'an 2000, il n'y aurait plus de pétrole. Oui, 55 millions de barils par jour, on était. Oui, quelque chose comme ça. On en a quand même consommé beaucoup depuis le rapport du Club de Rome, ça fait un demi-siècle. Aujourd'hui, les réserves de pétrole et de gaz naturel, les réserves prouvées, sont de 50 ans. Et, en réalité, on sait très bien que... Si je peux vous interrompre, ce que dit Charles est juste. C'est-à-dire qu'il y a des réserves, mais sauf que les pétroliers ne vont plus les chercher, et qu'ils sont même, on va dire, sanctionnés dans une certaine mesure par les investisseurs et les marchés financiers, s'ils le font trop. Ce qui veut dire que ce sera, entre guillemets, une pénurie artificielle, c'est-à-dire il y aura encore beaucoup de pétrole dans le sous-sol, mais on n'ira pas le chercher. Donc la pénurie sera une réalité. Non, tout ça ne tiendra pas. Tout ça ne tiendra absolument pas, parce que il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a ces pays-là, ça se passera pas du tout comme ça. Alors, c'est vrai que les pétroliers, en ce moment, ne font pas beaucoup de recherches, ils en font quand même, hein, ils n'en font pas, mais encore une fois, les réserves déjà prouvées, c'est 50 ans de la consommation actuelle, et on sait très bien que les réserves ultimes, c'est beaucoup plus, c'est un multiple des réserves prouvées. Et ceci sans tenir compte du gaz et du pétrole de schiste. Sans tenir compte du gaz et du pétrole de schiste. Donc des hydrocarbures, on en a pour un siècle. Enfin, pour un siècle. Disons jusqu'en l'an 2100 pour... de toute façon, on sera pas là pour t'affirmer. Mais il y a quand même un moment qu'on a connu dans les 70 et à nouveau dans les années 2000, où on sait très bien que les réserves sont là, mais il faut à peu près 1 an et demi pour les amener sur le marché. Oui, c'est ça. Et c'est là que le pétrole quadruple en général. Oui, mais j'exclus pas du tout qu'il quadruple pas, mais vous avez dit 1 an et demi. Bon, c'est tout, c'est l'ordre de grandeur. Bon, donc que le pétrole, alors que le cours du pétrole, il a été négatif il y a quelques mois, vraiment un contrat à terme qui a été débouclé. C'est un truc un peu particulier. À cause du pétrole à cause du pétrole et du gaz de schiste. Mais qu'il soit irrégulier, c'est absolument évident. Mais sur le long terme, nous avons, jusqu'en 2100, des hydrocarbures fossiles. Alors, que se passera-t-il après 2100 ? Écoutez, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, mais moi, je vais vous expliquer pourquoi je pose. Parce que ce qu'on peut imaginer, ce sera sûrement pas ce qui se passera. Évidemment, parce qu'on aura fait des découvertes. Nous ne serons pas là, alors peut-être certains de mes petits-enfants. Mais moi, il n'y a aucune chance que je sois là. Non, mais la raison pour laquelle je pose la question, c'est que vous savez, je suis un financier, c'est-à-dire un homme pas convenable, vous savez, c'est bon, mais enfin, extrêmement douteux. Mais je fais un graphique depuis des années, qui est, je prends le taux de croissance du prix du pétrole, et je compare ça au taux de croissance du S&P. Vous savez, le grand indice boursier américain. Oui. Et quand le prix du pétrole commence à monter plus vite que le S&P, les marchés se passent toujours la gueule. Parce que ça veut dire que la transformation marginale d'économie se fait avec une rentabilité de plus en plus faible de pétrole. Vous voyez ce que l'appauvrissement dont on parlait. L'appauvrissement a commencé. Donc, on est en train de casser en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire ? On est en train de casser. Donc, ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis, il y a peut-être une crise énergétique type 73-74, pas très loin dans le futur, ce qui pour un financier est important. Et
Voilà. Je réfléchis. Mais j'ai parfaitement compris. En tout cas, si la consommation de pétrole de la Chine ne baisse pas, et il n'y a pas de raison qu'elle baisse. De l'Inde ne baisse pas. Elle va monter. De la Russie ne baisse voilà. pas. Des États-Unis baissent, mais dans des proportions limitées. Ça va monter aux États-Unis. Ce qui est terrible aux États-Unis, c'est qu'ils sont en train de fermer, à cause de M. Biden, les trucs de schiste. Enfin bref, ils essayent. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils recommencent à importer. Donc, ça peut avoir un effet Ça va pomper un peu plus sur le marché. Ça va pomper un peu plus sur le marché, parce que les États-Unis avaient disparu du marché pendant 3 ou 4 ans. Donc il y aura un problème d'offre qui va se poser dans quelques temps. Voilà, c'est ce que j'ai dit pour ça. Il y a un problème d'offre. Il n'y a aucun doute. Bien goulot. Sur ce dossier, c'est Donald Trump qui avait raison. Il n'y a aucun doute possible. Plus il y a d'énergie disponible et bon marché, plus l'économie prospère. Enfin, et la prospérité américaine est due en bonne partie à un faible coût de l'énergie. Et bien entendu, les mesures que prend Joe Biden pour interdire les forages, pour fermer les mines de charbon, pour empêcher les pipelines. Pour empêcher les pipelines. Enfin, il paraît que là, c'est les hackers qui ont bloqué un pipeline. Non, le pipeline, vous savez, il a fermé le pipeline avec le Canada. Oui, il a interdit celui qui devait venir du Canada. Bon, tout ça est absolument débile, parce que ça ne peut qu'accroître la pauvreté. Alors, attendez, je vous arrête une seconde. Vous avez dit débile, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est dans le fond, toutes les mesures pour faire baisser le CO2, etc., soi-disant, elles sont débiles. C'est-à-dire que nos politiques actuelles atteignent un niveau de débilité qui est à peu près sans exemple dans l'histoire. Non, mais c'est vraiment la plus grande désinformation, la plus grande manipulation d'opinion de ce siècle. Avoir réussi à faire croire que... L'Union soviétique, c'était pas mal aussi, mais... Ça a tenu 70 ans. Oui. Ça a tenu 70 ans, c'est ça le côté inquiétant de la chose. Non, mais c'est Lysenko. Mais Lysenko, Exactement, en Union soviétique, il était limité à l'Union soviétique. Maintenant, c'est mondial. Encore que les pays que j'évoquais tout à l'heure, l'Inde et la Chine, ne sont pas dupes. Hein. Mais les conséquences sont gigantesques. Dans le plan de relance national, 30 milliards d'euros vont être consacrés à des mesures qui ne servent à rien, puisque leur seul but, c'est de réduire nos émissions de CO2 et qu'on ne peut avoir. Alors, je ne parle même pas de la France. La France est 1% des émissions mondiales, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que les émissions mondiales, c'est 1/200 du stock. Donc, on a dit, vous savez, on a eu une convention citoyenne sur le climat. Objectif, réduire nos émissions de 40%. Ça, c'est vachement bien. Donc, c'est pas possible. Mais enfin, peu importe, 40%, c'est noble, c'est une quantité respectable. Mais la réalité, puisque nous sommes 1% des émissions mondiales qui elles-mêmes ne sont que 1/200 du stock de CO2, c'est que ces 40%, vous faites le calcul, c'est un 50 millième du problème. Donc, on va dépenser 30 milliards d'euros, rien que la France, pour s'attaquer à un 50 millième. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais l'Allemagne en fait autant, Joe Biden en fait autant. Donc on a perdu la raison, parce qu'on a perdu les chiffres. Et donc comment il faudrait aborder le problème selon vous? C'est-à-dire, en gros, s'adapter aux conséquences du réchauffement d'1 degré qui peut éventuellement se poursuivre. Donc l'augmentation des températures dans certains endroits, un peu plus de sécheresse dans certains endroits sur la planète, l'augmentation du niveau des mers. Donc il faut se préparer à ça, il faut s'adapter à ça, c'est là-dedans qu'il faut investir? Absolument pas. Excusez-moi, je vais dire, c'est du bidon. Ce que vous venez de dire est du bidon. L'augmentation du niveau des mers. Alors ça, je vais vous dire, ça a été ma révélation. Parce que, comme tout le monde, d'ailleurs, je l'ai écrit même dans un de mes PSN au bouquin, tout le monde dit qu'on va vers le réchauffement, donc c'est forcément vrai, puisque tous les savants, tous les scientifiques sont d'accord. Jusqu'au moment où je suis tombé sur un rapport l'élévation du niveau des mers. Puis j'ai lu que l'élévation du niveau des mers, c'était 2 à 3 mm par an. J'ai dit, il y a une faute de frappe. Oui, il y a une faute de frappe, parce que 2 à 3 mm par an, ça fait 2 à 3 cm par décennie, et 20 à 30 cm par siècle. Alors, vous imaginez, au bout d'une décennie, le niveau de la mer va monter de 2 à 3 cm. Quand on a des marées de 10 mètres et des vagues de 20 mètres, ça va monter de 2 à 3... Je dis, il y a une faute de frappe. Il n'y a pas de faute de frappe. Le niveau de la mer, il augmente de 2 à 3 000. Chiffre officiel des rapports du GIEC, de 2 à 3. Mais on se pince. Alors, vous essayez de dire... Attendez, alors même si elle monte dans un siècle... Bon, d'abord, dans un siècle, je ne suis pas très intéressé. Mais dans 10 ans, de 2 à 3 cm, attendez, moi je vais à la plage, les côtes vont reculer, le Bangladesh va être envahi. C'est ce que vous disiez dans les rapports officiels. Voilà où les îles du Pacifique vont disparaître.
Et les îles du Pacifique vont disparaître. Alors, bien entendu, il y en a qui disparaissent parce que le sol s'enfonce, mais il y en a qui émergent parce que le sol remonte. Mais 2 à 3 millimètres par an. Ben, vous avez eu le film célèbre sur... attendez, l'ancien président Al Gore, le film célèbre Al Gore, qui a dit 6 mètres d'augmentation à New York et qui vous montre les rues envahies. Mais entre 6 mètres et 20 centimètres, il y a une petite différence. Et en oubliant de vous dire que c'était dans un siècle. Donc on est dans le mensonge organisé par des gens qui sont de plusieurs catégories. Il y a d'abord les vrais, les purs, les ayatollahs. Et pour eux, c'est pas la peine. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y en a qui ont des formations scientifiques. Alors moi j'ai rencontré des polytechniciens, des centraliens, qui vous défendent ces théories invraisemblables et qui refusent de voir les chiffres. Et ça, c'est tout à fait curieux. J'aurais pas pensé ça possible. Vous savez ce que disait Rousseau dans son premier grand document? Il disait, avant toute chose, écartons les faits. Mais c'est ça. Mais oui, mais alors, c'est la base de la gauche. Hein. La formation, avant toute chose, écartons les faits. Oui, ben alors la formation que je croyais avoir reçue, mais en fait je me suis trompé, me pousse à regarder les faits, mais c'est pas la formation, parce que vous voyez effectivement beaucoup de gens qui ont une formation scientifique qui écartent les faits. Ça, pour moi, c'était une découverte. Mais sinon, vous n'auriez pas pu faire le titre sur la religion. Et j'aurais pas pu faire le titre sur la religion écologiste. On est bien dans cette définition-là, on est dans du dogme ou de la foi. On est dans du dogme. Et alors, autre conséquence, donc vous parlez de l'augmentation, on va dire, du niveau des océans, donc vous venez de dire que c'est... mais qui n'existe pas. En tout cas, infinitésimal, et ça n'a pas d'impact. Et l'impact sur la sécheresse, sur le réchauffement de certaines régions, ce genre de choses. Mais c'est exactement pareil. Excusez-moi, je reprends mon terme, c'est du bidon, c'est inventé. Il y a toujours des périodes où il a plu d'un côté, il a fait froid de l'autre, et puis... En plus, l'élévation de la température, ça, on a toutes les preuves, est un phénomène bénéfique. Je sais. Il n'est pas du tout négatif. Mais il y en a certains qui vous expliquent aussi que l'augmentation même du CO2 est bénéfique, puisqu'elle profite à la végétation. Ah, mais c'est pas niable. Dans toutes les serres où vous voulez accroître les rendements, vous achetez ensuite les fraises, ou les roses, ou les fleurs qui ont été élevées, on injecte du CO2, et les ouvriers qui travaillent là-dedans n'ont jamais eu un problème de santé, inutile de le dire. Alors, parce que maintenant, on est en train d'inventer ça. On sort du CO2 de notre bouche, on sait bien que c'est pas un polluant. Oui. Alors, c'est pas du tout. Mais bien du tout. Non, mais bien sûr. Officiellement, dans tous les documents officiel, le CO2 est un polluant. Alors que, bien entendu, il n'est pas. Il est un fertilisant, ce qui est exactement le contraire d'un polluant. Donc, on est dans un... Donc, la première catégorie, c'est la foi. La deuxième, c'est quoi? Alors, la première catégorie, la foi. La deuxième, c'est ceux qui ont intérêt que je répartis en deux. Ceux qui ont des intérêts politiques. Bon, une petite anecdote. Il y a eu un chef d'État, Klaus, que vous connaissez sûrement, et qui était convaincu de la réalité des choses. Et il a écrit un petit livre qui était accessible, qu'il a fait traduire dans toutes... c'était un Tchèque, hein, il a fait traduire dans toutes les langues européennes. Et il est venu à Paris un jour pour annoncer une conférence. Il a raconté une petite anecdote qui vaut le coup d'être citée. Il a dit, ouais, il y avait une réunion interminable des chefs d'État européens, les premiers ministres. Moi, j'avais mon bouquin, je l'ai donné dans la langue. Il m'a juré que c'était pas un français, donc c'était je ne sais pas quoi, peut-être aucune idée, un polonais. Enfin, je l'ai donné, non, probablement pas un polonais. Alors, mauvais exemple. Mettons un allemand, un italien, peu importe. C'est plus à l'ouest qui sont plus convaincus. Comme la réunion, il ne se passait rien, l'autre a eu le temps de lire un petit livre, hein, mais qui est toujours accessible. Le Premier ministre ou le Président en question a eu le temps de le lire, puis il l'a rendu. Et Václav Klaus lui a dit, mais alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis entièrement d'accord, parce que ça ne tient pas debout. Et Václav Klaus a dit, mais alors vous allez le dire. Il a dit, attendez, moi j'ai des élections dans 6 mois. Voilà. Donc aujourd'hui, celui qui dirait ce que je vous dis, c'est-à-dire que tout ça est inventé, etc., c'est pas la peine qu'il se présente aux élections. Toute la presse, tous les médias, il est instantanément fusillé, et l'opinion publique suivrait. Puisque l'opinion publique est totalement intoxiquée, pas à 100%, mais certainement à 80%, par la religion écologiste. Alors, où sont les médias? Parce que les médias, c'était quand même... C'était ce qu'on appelait autrefois le 4e pouvoir, c'était ceux qui débusquaient les calembredaines. C'était. Donc ils sont vendus à des forces. Pas vendus. Ou alors la formation des journalistes s'est effondrée.
cette formation de journaliste n'a jamais été scientifique. Et là, il faut avoir une base scientifique et s'intéresser aux sciences. C'est l'opposé, je suis désolé, de la formation de la quasi-totalité des journalistes. Ça rejoint un autre problème, mais qu'on pourra évoquer peut-être un autre jour, c'est celui de la formation de nos élites. Il y a du boulot, là. Et il y a du boulot. Le fait que nos élites sont scindées, je caricature, mais entre des scientifiques, c'est d'ailleurs l'ambition de toutes les mères, et tous les pères, faire une grande école scientifique, ça c'est formidable, à qui on met des œillères et qui ne connaissent que les équations. Et puis par contre, toutes les autres formations, pas toutes, parce que je ne mets pas la médecine dans le coup des juristes, mais les formations de la politique, des administratifs, de nos administrations, là on ne connaît pas la règle de 3. Bon, il y a un petit problème. Non, mais on sait dire, si vous voulez, je me suis lavé les dents dans un verre à pied et lavé les pieds dans un verre à dents. Vous voyez ce que je veux dire? On sait faire un plan en 2 parties, quoi, c'est essentiel. Alors, je vous en prie. Là, je vais peut-être 1 minute pour dire ce qui est le plus scandaleux dans les actions qui ont été menées par les Nations Unies. On dit le GIEC, mais le GIEC c'est les Nations Unies, mais qui sont entièrement entre les mains des tenants de cette religion. La question se posait de savoir quelle pourrait être la part des énergies renouvelables en 2050 dans l'ensemble des énergies. Donc les éoliennes et les photovoltaïques. Sachant juste une petite chose, que les énergies renouvelables ne sont pas forcément totalement décarbonées. C'est-à-dire qu'il y a aussi une confusion qui est entretenue entre renouvelables et décarbonés. Oui, bon, on ne va pas rentrer dans cette chose-là, mais ça existe aussi. Oui, c'est tout à fait exact. Je parle simplement mais c'est tout à fait des 2 énergies renouvelables auxquelles on pense, intermittentes, c'est-à-dire les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Et la question qui a été posée, il y a eu des grandes réunions, on a consulté des centaines d'observatoires, de spécialistes, et la question était quel peut être le pourcentage de l'énergie de l'humanité, consommée par l'humanité en 2050, fournie par ces énergies renouvelables. La vraie réponse était fournie par l'Agence internationale de l'énergie. C'est 5%, peut-être 10%, mais pas plus. Parce qu'on ne peut faire que de l'électricité. L'électricité n'étant elle-même que 20% de la totalité d'énergie. Et que de l'électricité intermittente. Donc il faut quand même faire fonctionner les usines et pouvoir s'éclairer quand il n'y a pas de vent. Et puis quand il fait nuit, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc 5%, mettons 10%. Quelle a été la conclusion tirée et qui a fait le tour de la planète et qui est de la religion, cette fois-ci officielle, par les Nations Unies? Les énergies renouvelables intermittentes pourront fournir 80% de l'énergie de la planète en 2050. Et c'est là-dessus qu'on a fait les accords de Paris, et c'est là-dessus que toute la communauté mondiale vit encore. Donc, dire que c'est un mensonge... Et comment est-ce qu'ils ont fait ça? Alors c'est très intéressant, je raconte ça dans mon livre. Ils ont consulté, c'est leur méthode, 150, je crois qu'il y en a 148, enfin peu importe, universités, laboratoires, qui ont fait leurs prévisions. Et ils ont retenu la seule, qui disait que ça pourrait être 80%. Qui avait fait cette prévision? On le sait, c'est un monsieur Teske. Quelle était sa fonction? Coordinateur mondial de Greenpeace. Et il faut savoir que le président du groupe qui travaillait là-dessus, c'était M. Edenhofer, était lui-même, alors c'est curieux, ancien jésuite, mais il avait changé de foi. Il était passé de la foi catholique à la foi écologique. Et donc, le supérieur aux Nations Unies était de la même religion, issu d'une ONG verte. Donc ils ont le pouvoir partout. Ce sont d'ailleurs, curieusement, dans la circonstance, 3 Allemands qui étaient en cause. Mais peu importe, mentir à ce point-là, mais personne n'a contesté. Pour un jésuite, ça n'a jamais été un problème. Ben, écoutez, et c'est pas le seul qui soit passé de la foi religieuse. Attendez, je peux vous dire qu'il y en a un autre, enfin il y en a d'autres, mais il y en a un autre qui s'appelle le pape. Il est passé de la foi catholique à la foi écologique. Oui, tout à fait, mais le pape, mais c'est un jésuite. Mais tout ça est cohérent. Oui. Mais vous expliquez, et à juste raison, que les médias ont une responsabilité dans la diffusion, l'accélération de la diffusion de la religion et la non-remise en cause, on va dire, des dogmes. C'est vrai, mais la première et la principale responsabilité revient à la communauté scientifique. Il y a une responsabilité de la communauté scientifique dans la diffusion de ce que vous appelez une religion et des différents dogmes, et dans le fait que finalement,
ces dogmes-là ne sont quasiment pas contestés, en tout cas de manière visible, par les scientifiques. Alors, oui, ça le résultat est là, il n'y a aucun doute possible. Donc le point de départ du problème, il est là. Il est la prise de pouvoir par des faux scientifiques qui ont convaincu quelques scientifiques de formation, mais qui n'avaient pas l'esprit scientifique. Je vous ai parlé du Canadien Maurice Strong, qui a une carrière absolument extraordinaire. D'ailleurs, à un moment, il dirigeait des sociétés pétrolières. C'est pour vous dire que c'était très compliqué. Il avait arrêté ses études à 14 ans. C'est lui qui a présidé le congrès de Rio au nom de la science. Il avait arrêté ses études à 14 ans. Et il avait la caution de 2 ou 3, ce que j'appelle des faux scientifiques, des scientifiques qui n'avaient pas du tout l'esprit scientifique. Parce que s'ils avaient l'esprit scientifique, ils auraient tenu compte des faits. Pas du tout. Ils étaient imprégnés de cette idée que l'homme étant mauvais, ce que faisait l'homme ne pouvait que conduire à la catastrophe, et d'où toute la théorie actuelle. Et il y a des vrais scientifiques qui ont tenté de s'y opposer. Ils ont été balayés. Ils ont été balayés, je peux vous en citer, il y en a un qui habite à Paris, qui s'appelle Richard Lindzen, qui a été professeur de climatologie au MIT, c'est absolument pas rien, qui n'a pas arrêté de dire depuis 30 ans que tout ça était totalement faux. Exclu des médias, exclu de tout. Quand vous avez les Nations Unies, qui représentent quand même la communauté mondiale, les dictateurs qui sont totalement, mais qui sont des dictateurs victimes, parce que quand vous prenez le discours de Greta Thunberg. Pourquoi je vous parle de Greta Thunberg? Bon, vous savez, on va à la catastrophe, vous m'avez volé ma jeunesse, de cette religion, ou un des martyrs, enfin comme vous voulez, ou une des saintes de la religion. Vous les décrivez comme vous voulez. Prenez le discours que tient M. Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et dites-moi la différence. Il n'y en a aucune. On a parlé de Greta Thunberg parce que, bon, elle a son âge, c'est une jeune fille, etc. Ça a étonné. Elle n'a fait que répéter ce que disent depuis 50 ans les Nations Unies. Il n'y a pas un mot de différence. Nous allons à la casserole. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les secrétaires généraux des Nations Unies disent tous la même chose. Ils changent quand même tous les 6 ans, quelque chose comme ça. Ils disent tous la même chose. Vous ne pouvez pas distinguer les discours des secrétaires généraux successifs. Pourquoi? Parce que les 2 organismes centraux des États-Unis, qui sont le ministre, j'appelle ça ministère de l'Environnement et le ministère du Développement, sont tenus par des anciens des ONG vertes. C'est admirable. Ils ont réussi professionnellement à tout verrouiller. Et maintenant, comme ils ont des immunes partout, et ça va répondre à votre question, ils ont verrouillé tous les organismes internationaux, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, enfin vous pouvez tous les passer en revue. Et je connais les gens qui s'occupent de problèmes d'énergie dans ces organismes, ils sont tous de cette religion-là. Et ils ont pris et évincé les autres. C'est un phénomène mondial, et les médias, ben exactement la même chose. C'est-à-dire que les gens qui ont été motivés, et je résume ça par une formule, je dis entre les ingénieurs et les prophètes, c'est les prophètes qui ont gagné. Parce que les ingénieurs, oui, j'appelle ça les ingénieurs, appelez les scientifiques, sont des naïfs. Ils n'ont pas la foi. Et s'ils ont la foi, ils ne savent pas faire. Maintenant, il y a quelques ingénieurs aussi qui sont dans cette voie-là. Il y en a un en France qui est assez connu, qui s'appelle Jean Covici. Oui, c'est parfaitement typique. Voilà. Et lui, il est plutôt même adepte de la décroissance. Mais ils sont tous adeptes de la décroissance. Ils sont tous viscéralement imprégnés de la nocivité de l'homme. Et alors, ils sortent ensuite des arguments, mais ce sont des arguments secondaires. Ils disent on va manquer de pétrole. Bon, c'est faux, on a du pétrole jusqu'à la fin du siècle. Bon, ils vous disent ensuite qu'il n'y a pas suffisamment de terre pour nourrir toute la planète. Bon, c'est également faux, d'autant plus que le vrai problème aujourd'hui, c'est la décroissance de la démographie. Dans tous les pays, on fait plus d'enfants, c'est pas... Sauf l'Afrique. Sauf une partie de l'Afrique. À partir de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, et en excluant l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a un peu plus de 2 enfants par femme. Donc, ils sont pourtant noirs, majoritairement. Donc, pour l'instant, il reste cette exception-là. Combien de temps a-t-elle duré? J'en sais rien. Ça devrait s'arrêter. Mais quand on voit l'effondrement qu'il y a eu au Maghreb, le Maghreb, il n'y a
pas si longtemps que ça, et 6 enfants par femme, aujourd'hui, c'est 2,2. Enfin, ils ont... Et puis, alors maintenant, l'Inde, c'est en train de s'effondrer. Enfin, partout. Et puis, l'Iran, ils sont plus au niveau de remplacement. Donc, l'idée que la Terre, vous savez, ne pourra pas nourrir un nombre... oui, mais le nombre, il sera pas là. Alors là, c'est encore un prophète de malheur, le fameux Ehrlich. Ehrlich, oui, c'était drôle surtout. Non, mais il va falloir conclure un petit peu. Je voudrais que vous nous expliquiez, vous nous brossiez un tableau de ce qui risque de se passer si on continue sur ces mêmes tendances. Vous voyez ce que je veux dire? La conclusion à laquelle Eric et moi arrivons, c'est que on va s'appauvrir. Ce qui est peut-être pas bien pour la France, mais pour des pays comme l'Afrique noire, etc., s'ils s'appauvrissent, c'est abominable. Ils sont à un niveau... Et donc, moi je trouve qu'encore une fois, ces politiques qui confortent la bonne bourgeoisie dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même, sont extrêmement dangereuses pour les plus pauvres et les plus démunis. Ça me paraît une idée... tout ça, c'est affreux pour ceux qui sont... Non, mais vous avez raison, c'est d'ailleurs un des thèmes que je développe dans mon livre. L'OMS a calculé, estimé, que 4,3 millions de personnes mouraient chaque année parce qu'ils n'ont pas accès aux énergies propres et qui font leur cuisine dans des huttes ou dans leur cabane, ou dans leur, peu importe, leur case, sur des foyers alimentés par du bois, du charbon, dans les bonnes hypothèses, voire par des excréments d'animaux. Et c'est là-dessus qu'ils font leur cuisine. La densité de fumée qui règne dans ces habitats, c'est très supérieur à ce que quelqu'un absorberait en fumant du tabac sans arrêt. C'est des densités épouvantables. Donc c'est plus de 4 millions de personnes qui meurent chaque année à cause de ça. Covid. Pardon ? C'est plus que le Covid, non ? Ah, c'est plus que le Covid. Et puis c'est chaque année. Autrement dit, c'était avant le Covid. Eh bien, on veut interdire à ces pays de faire des centrales à charbon pour se procurer de l'électricité, ou de brûler des bouteilles, je vais dire de but à gaz, pour faire leur cuisine. C'est ça qu'on veut ? Le résultat. Alors eux, ils veulent pas. Ils veulent pas, mais on leur coupe les crédits. Les pays du G7, il y a 15 jours, ont décidé d'arrêter tout financement de centrales à charbon. Alors même dans des pays comme l'Inde, où vous avez du charbon partout, vous n'avez pas le droit. Alors, et en Chine aussi. Donc, c'est pervers. Ce sont des tueurs, les gens qui sont des adeptes de ces religions. Ils le sont parce qu'ils veulent qu'il y ait moins en moins de gens. Ils veulent tous qu'il y ait 200 millions de monde sur la Terre. Vous avez maintenant des jeunes qui disent on ne fera pas d'enfants parce qu'on veut sauver la planète. Bon, ce qui contribue à donner comme un air d'optimisme à notre époque. Non, donc, alors, je ne peux pas croire que ça va durer. Ça a déjà duré beaucoup. Il faudra qu'à un moment, il y ait, comme dans le conte d'Andersen, quelqu'un qui dise le roi est nu. Alors si je le dis, ça sert à rien, bien sûr, mais est-ce que ce sera un grand chef d'entreprise? Est-ce que ce sera un dirigeant d'un pays? Où sera la réalité? La réalité qui deviendra tellement dure. Ou alors c'est la réalité, par exemple, avec des coupures de courant en Europe, qui feront que on se rendra compte que là on est sur une fausse piste. Peut-être par nature, parce que c'est une nature optimiste, je ne crois pas que ça puisse durer éternellement. Maintenant, est-ce que ce sera dans 1 an, dans 2 ans, Et peut-être trouvera-t-on un jour quelqu'un qui dira le roi est nu. Vous savez, les gens suivent le joueur de pipeau. Vous vous souvenez qui emmenait tous les enfants en dehors de la ville là. Oui. Aujourd'hui, on a le joueur de pipeau. Parce qu'il avait fait ça avec les rats d'abord, il n'avait pas été payé. Il n'avait pas été payé. C'était de Hamelin, c'était le joueur de flûte de Hamelin. Simplement un chiffrage. À la suite de la réunion du GIEC qui disait que 80% de l'énergie de la planète pourrait être fournie par les énergies renouvelables intermittentes. Vous savez quel était le montant des investissements? C'était il y a 10 ans. Dans les énergies renouvelables, les éoliennes, etc. 3 000 milliards de dollars. Il y a des gens qui ont été très contents. Hein. Alors, et j'ai oublié de vous dire mais que... les chiffres aujourd'hui sont bien supérieurs. Donc dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui est aussi une institution qui a basculé maintenant, très clairement dans le catastrophisme,
C'était un des derniers bastions, on va dire, à résister, et il résiste de moins en moins. Donc, ils annoncent qu'il est nécessaire dans les 10 prochaines années de passer de 2000 milliards de dollars d'investissement dans l'énergie par an à 5000. Oui, mais donc, voilà. Si vous voulez, là, vous parlez, j'avais oublié de mentionner l'Agence internationale d'énergie. C'est la pire de toutes. Parce qu'ils sont des schizophrènes. Ils savent quelles vont être les émissions au cours des 20 prochaines années, parce que tous les pays ont communiqué les chiffres. Vous faites le total, et vous voyez qu'elles vont augmenter. Et ils vous disent, il faut les diviser par 2. Et dans les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, vous avez les 2 côte à côte. D'ailleurs, je les ai reproduits dans mon livre. Parce qu'ils sont fous. Enfin, la réalité n'existe pas. Vous pensez que les Chinois et les Indiens vont lire les rapports de l'Agence internationale de l'énergie et arrêter Ce que vous dites est intéressant et on va peut-être conclure là-dessus parce que le temps passe. C'est que j'ai atteint un certain âge, vous aussi. Lui, il est jeune. Je vous rattrape. Non, vous ne m'attraperez jamais, Marcel. En proportion. J'ai l'impression quand même que notre monde est atteint de folie. De façon plus générale, parce que quand je regarde par exemple qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, il y a une espèce de folie. Il y a 2 pays qui sont devenus fous au XXe siècle, c'était la Russie et l'Allemagne, et je me demande si notre monde occidental n'est pas en train de devenir raide fou. Ah, il est raide fou, oui, non, mais c'est de la folie. Mais dans tous les domaines. Mais si vous voulez, c'est pour ça que je suis optimiste, parce que ça ne peut pas durer indéfiniment. L'histoire de l'Allemagne et de la Russie n'incite pas tout à fait à l'optimisme pendant une partie du XXe siècle. Oui, alors c'est ce que je dis d'ailleurs. Il faut conclure sur une note optimiste, tout au moins pour nous, le pays développé, parce qu'on ne peut pas l'être pour les pays en voie de développement si on les prive d'énergie. Hein, ça c'est affreux. Mais pour nous, pays développés, nous avons vécu une période sans guerre. Et bon, alors le fait qu'on paye l'électricité plus cher, moins cher, qu'on défigure nos paysages, c'est une honte. Mais à côté d'une guerre, c'est mineur. Donc c'est le côté positif que nous pouvons retenir, et notamment pour les jeunes générations, en espérant que ça continuera. Oui. Ben écoutez, sur cette note optimiste, on ne s'est pas mis sur la gueule avec les Allemands depuis un grand moment. C'est quand même une excellente nouvelle. Et merci à ceux de la génération de 45 qui avaient organisé tout ça. Je voulais vous remercier parce que vous avez apporté à ce débat une notion plus importante que celle de simplement les éoliennes, ça marche pas, ou qu'on a eu ici. Hein, vous avez dit, 1, on peut rien faire, et 2, grosso modo, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Si on peut rien faire, il n'est même pas nécessaire de faire quelque chose. Et il n'est pas nécessaire de faire quelque chose. Je terminerai peut-être sur cet exemple très caractéristique de la hausse du niveau de la mer qui est entrée dans les esprits de tout le monde, y compris du président de la République française, qui était sur les côtes en disant elles vont être envahies, alors que la mer ne s'élève pas du tout, sauf de 2 à 3 mm par an, ce qui évidemment n'a aucun sens. Nous vivons dans une ère de mensonges pour ce domaine-là, mais aussi quand on vous parle des sécheresses, des pluies, tout ça n'existe pas. Tout ça n'existe pas. Donc, merci beaucoup. Ça a été particulièrement instructif. Merci beaucoup.